proposant qu'on avance maintenant et Steven va nous parler de son regard sur le traitement des invaginations basilaires. Moi, je retiens qu'à Marseille, vous avez plus d'accès au bloc, mais que vous faites 10 malades dans la journée. Naviguer au plus. Donc, je vais vous parler des invaginations basilaires et en particulier de la prise en charge. On a pas mal ce mot un peu personnalisé ou échelonné, en tout cas l'idée que finalement il n'y a sans doute pas une seule façon de prendre en charge une pathologie, mais peut-être qu'en fonction de différents paramètres, on peut affiner la stratégie chirurgicale pour avoir un traitement qui soit le moins invasif possible lorsque c'est possible et qui soit maximaliste lorsque c'est nécessaire. Donc la définition de l'invagination basilaire, un peu comme la définition de la malformation de Chiari, elle est en apparence toute simple, elle est radiologique. Il suffit de tracer cette ligne de Chamberlain entre le bord postérieur du palais dur et le bord postérieur du foramen magnum, l'opistion, et puis de façon un peu consensuelle, on dit que si le bord supérieur de l'odontoïde est situé plus de 5 mm au-dessus de cette ligne, on dit qu'il y a une invagination basilaire. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on a posé le diagnostic positif, mais on n'a pas finalement fait grand-chose. Et un peu comme pour les malformations de Chiari, là encore, il ne suffit pas de dire qu'il y a une descente tonsillaire ou qu'il y a une ascension de l'odontoïde pour finalement savoir ce qu'il faut faire. Ici, je vous ai mis 3 exemples de 3 patients différents. Tous remplissent le critère diagnostique positif d'une invagination basilaire, définie avec cette ascension de l'odontoïde au-delà de la ligne de Chamberlain. Et vous voyez évidemment qu'il y a 3 situations très différentes. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que probablement ce patient-là ne nécessite pas la même prise en charge chirurgicale que ce patient-ci. Pourquoi ? D'abord parce que le retentissement neurologique, et finalement ce qui nous intéresse le plus, sera évidemment pas le même. Lorsque vous avez une invagination basilaire avec finalement une filière qui certes reste étroite, mais un patient qui est relativement peu symptomatique, avec essentiellement en fait une symptomatologie liée à son oblitération foraminale postérieure avec des signes entre guillemets de Chiari, c'est-à-dire des céphalées impulsives, et ce patient-ci qui a une compression de la jonction cervico-bulbaire avec des atteintes d'hypercrâniennes, notamment des troubles de la déglutition et des atteintes des voies longues avec un syndrome tétrapyramidal. Donc finalement, lorsque on a une invagination basilaire, une fois qu'on a posé le diagnostic, débute la discussion et l'idée c'est d'essayer d'avoir le plus d'arguments au fur et à mesure du bilan préopératoire pour proposer une stratégie chirurgicale qui soit la bonne pour le patient qu'on a devant nous et pas forcément pour toutes les invaginations basilaires. Donc la première question évidemment c'est du retentissement neurologique. Et moi, ce qui m'a paru intéressant de distinguer, c'est les signes de compression antérieure des signes de compression dits postérieurs. Les signes de compression antérieure, c'est finalement tout ce qui va être en rapport avec la compression bulbaire, l'atteinte des paires crâniennes, les fausses routes, les voies longues. Et pour ça, finalement, il ne suffit pas de demander au patient si il avale bien. Nous, on fait maintenant systématiquement une nasofibroscopie pour rechercher des atteintes de la mobilité du larynx, des cordes vocales, qui parfois n'ont pas forcément de traduction neurologique à l'interrogatoire, mais qui vont être des critères pronostiques importants, et notamment pour l'extubation et la nécessité ou pas de mettre une trachéotomie en post-opératoire. On a vraiment l'impression que finalement, lorsqu'ils ont des atteintes même infracliniques de la déglutition, ils ont un risque de trachéo post-op plus important. Et puis la polysomnographie, qui est aussi donc un élément notamment pour les apnées centrales. Une fois qu'on a regardé un peu la compression bulbaire, on regarde la compression entre guillemets postérieure. Alors c'est probablement un peu impropre comme terme, mais l'idée c'est de savoir s'il y a des signes en rapport avec cette oblitération foraminale et en particulier avec le fait que du fait de la descente des amygdales cérébelleuses, il y a une obstruction à la circulation du liquide cérébrospinal et donc évidemment des céphalées impulsives, mais il peut y avoir d'autres signes. Et donc on demande quasi systématiquement une IRM de flux pour évaluer à la fois le flux antérieur et le flux postérieur. Une fois qu'on a évalué le retentissement neurologique, en essayant de distinguer d'une part les signes de compression antérieure et d'autre part les signes de compression postérieure, vient souvent la question de entre guillemets l'instabilité C1, C2 notamment dans les invaginations basilaires. Comment évaluer
cette instabilité. Alors, vous savez qu'il y a plein de définitions différentes. Il y en a qui considèrent, comme ont été évoqués parfois, notamment dans les pays anglo-saxons, qu'à partir du moment où il y a une invagination basilaire, c'est qu'il y a une instabilité C1, C2, et donc il faut tous les fixer. Moi, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Je pense qu'il y a des signes, on va dire, d'instabilité patente, évidente, notamment lorsque chez l'adulte, il y a une augmentation de l'espace atlantodental antérieur avec une hypermobilité en flexion-extension, que ce soit sur une IRM positionnée, sur des radios dynamiques. Lorsque il y a cette hypermobilité C1, C2 avec une incompétence du ligament transverse et un rétrécissement du canal du fait du déplacement antérieur de l'arc postérieur de C1, logiquement, il faut envisager une fixation. Et finalement, lorsque vous avez une invagination basilaire, mais qu'il n'y a pas d'hypermobilité évidente, c'est beaucoup plus discutable. Un critère qui, pour moi, est toujours pas très clair, c'est celui de la dislocation facétaire, qui est notamment celui qui est mis en avant par notamment Atul Goel, c'est de dire qu'à partir de quel degré, entre guillemets, de découvrement facétaire, on considère qu'il y a réellement une instabilité. Est-ce que finalement, la mobilité normale fait qu'il y a un certain degré de découvrement? C'est pas toujours très clair, en tout cas, ça l'est pas pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous avez aussi des anomalies donc, de segmentation, et par exemple ici, vous avez une assimilation de C1, c'est un facteur, entre guillemets, d'instabilité supplémentaire, parce que, un peu comme pour, je sais pas, du rachis cervical inférieur, lorsque vous avez un bloc vertébral, vous augmentez les contraintes, et donc vous avez davantage de risques d'instabilité, y compris d'instabilité post-décompression, lorsque vous avez des anomalies alors en fait, c'est pas des blocs, mais c'est plutôt des absences de resegmentation, comme on l'a vu dans le premier topo. Donc la première question, c'est le retentissement neurologique, antérieur-postérieur. La deuxième question, c'est l'instabilité, ou plutôt l'instabilité ou non, C1, C2. Et donc finalement, il y a des signes directs, c'est l'hypermobilité, et ça c'est assez clair pour tout le monde. Et puis il y a des signes, entre guillemets, indirects, qui peuvent être soit des défauts de segmentation qui augmentent le risque d'instabilité, soit des signes indirects du type hypertrophie ligamentaire qui sont visibles sur l'IRM. Et donc je vous ai mis ici deux exemples différents avec à chaque fois une assimilation. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'augmentation d'espace atlantodental antérieur. Il n'y a pas tellement d'arguments pour dire, en tout cas de façon évidente, qu'il y a une instabilité C1, C2, tandis qu'ici, vous avez un espace atlantodental qui est augmenté, et donc probablement que vous n'aurez pas le même retentissement neurologique et le même risque chez ces deux patients. Donc les deux critères un peu d'évaluation de ces invaginations basilaires, une fois qu'on a posé le diagnostic positif, c'est finalement dans quel cadre nosologique cette invagination basilaire s'insère. Est-ce qu'il y a d'autres malformations osseuses associées, en particulier est-ce qu'il y a une assimilation de C1? Est-ce qu'il y a un retentissement, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, un retentissement neurologique à la fois antérieur et ou postérieur? Et est-ce qu'il y a une instabilité, on va dire patente, et ou des signes indirects d'instabilité? Et puis en fonction de la réponse à ces trois questions, finalement, on peut avoir une approche thérapeutique qui sera très différente. Moi, je pense qu'on peut traiter une invagination basilaire avec une décompression simple, sans fixation, uniquement postérieure, si vous n'avez pas de critères d'instabilité C1, C2, pas de compression antérieure, et en fait, en reprenant les patients du service, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de patients qui avaient une invagination basilaire radiologique, une malformation de Chiari, une symptomatologie de Chiari sans autres signes associés, qui avaient eu une décompression postérieure, plus souvent ostéodurale, mais voilà, finalement avec un très bon résultat à la fois clinique, radiologique, et entre guillemets, le risque de décompensation iatrogène du fait de la décompression postérieure, finalement chez ces patients-là, était faible. Après, donc, il y a une question qui est celle de la fixation. Quand est-ce qu'il faut fixer ces patients qui ont une invagination basilaire? Est-ce qu'à partir du moment où on a une invagination basilaire, on a une instabilité C1, C2 et donc on a besoin d'une fixation? Je pense que la réponse est non.
globalement, si vous avez une instabilité que moi j'ai appelée évidente, c'est-à-dire en gros une hypermobilité en flexion-extension avec une augmentation de l'espace atlantodental antérieur, là je pense que clairement, et la plupart d'entre nous seront d'accord pour dire qu'il faut les fixer. Si vous avez finalement une compression antérieure et que vous pensez que pour pouvoir les décomprimer correctement, il faudra faire une décompression antérieure, à ce moment-là aussi, il faut les fixer. Et la question est celle de l'étendue de la fixation. Et on a souvent tendance à vouloir faire des fixations peut-être trop longues, alors qu'en fait, ces deux, si vous avez la possibilité de faire un vissage qui est relativement long, vous n'avez pas besoin forcément de descendre sous ces deux pour avoir une bonne tenue occipito-cervicale. Sachant qu'encore une fois, le critère important, c'est aussi la perte de mobilité qu'induit votre fixation. Et quand vous faites déjà C0, C2, on l'a vu, vous perdez en gros la moitié de votre rotation axiale et la moitié de votre flexion-extension. Plus on va descendre sur le rachis cervical inférieur, plus on va impacter le retentissement fonctionnel pour ces patients. Et enfin, la dernière étape, c'est quand est-ce qu'on doit associer une décompression antérieure, qu'elle soit transnasale ou transorale. Je pense que les cas qui sont entre guillemets assez simples, c'est lorsqu'il y a une compression neurologique symptomatique, c'est-à-dire avec des signes cliniques antérieurs qui sont irréductibles. Et à ce moment-là, finalement, pour pouvoir avoir une décompression neurologique satisfaisante, on est obligé de faire la décompression antérieure. Ce qui reste parfois discuté, c'est de savoir s'il vaut mieux commencer par la voie antérieure, décomprimer, faire la fixation ou la décompression postérieure associée, ou à l'inverse, plutôt commencer par la décompression postérieure avec la fixation et compléter dans un second temps la décompression antérieure. Les premiers patients, j'avais plutôt fait antérieure puis postérieure. Finalement, je me dis que alors c'est pas toujours facile d'apprécier le degré de réductibilité de ces patients, et lorsqu'on fait la décompression et la fixation postérieure, parfois on arrive à avoir un résultat anatomique assez satisfaisant sur la composante antérieure de la compression, parce que les patients, en les mettant un peu en traction, en les réduisant sur les tiges, finalement on libère suffisamment devant et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de faire cette décompression antérieure. Donc, je pense que globalement, finalement, il vaut mieux peut-être commencer par la voie postérieure, surtout s'il y a, on va dire, une hypermobilité qui permettra de parfois s'affranchir d'avoir faire le temps antérieur secondaire. Si on fait un temps antérieur, donc on a vu tout à l'heure des voies transorales, je pense que globalement, il faut s'adapter encore une fois aux patients. Certains patients pour lesquels le problème se situe en gros en regard de la bouche, et donc c'est plus logique de passer par en bas, entre guillemets, c'est-à-dire par la bouche. Et puis parfois, c'est plus logique de passer par voie transnasale, quitte à fraiser un peu le bord postérieur du palais dur pour pouvoir descendre suffisamment bas. Selon que moi, je trouve qu'il y a cette ligne bleue qui est assez utile, qui permet de prévoir à peu près jusqu'où on peut descendre en parant en gros le milieu entre les os propres du nez et le bord antérieur du palais dur. On fait la bissectrice et c'est à peu près votre limite inférieure de résection osseuse quand vous passez par voie transnasale. Donc ici, je vous ai remis les trois cas du début. Vous voyez qu'en fait, évidemment, pour ces trois patients, on a proposé trois types de stratégies chirurgicales différentes, avec à chaque fois un objectif de décompression neurologique. C'est ça qui compte, c'est d'arriver à avoir la meilleure décompression neurologique pour les patients. Mais pour atteindre ce but, parfois on peut se contenter de simplement faire une voie postérieure. Parfois, il faut y associer une fixation et parfois on est obligé de faire une décompression et une fixation circonférentielle. Enfin, une décompression circonférentielle et une fixation postérieure. Donc, la conclusion, c'est que la première question, c'est évidemment est-ce qu'il y a ou pas une invagination basilaire, mais finalement, une fois qu'on a répondu à cette question, on n'en est qu'au début du raisonnement. Donc la définition elle est relativement simple, c'est la ligne de Chamberlin, 5 mm au-dessus, c'est une invagination basilaire. Pour autant, ça ne dit pas ce qu'il faut faire pour le patient. Si on essaie d'aller sur une stratégie qui va on va dire plus au moins invasif, on fait par élimination. La première chose, c'est est-ce qu'il y a des signes de compression antérieure, et en particulier des atteintes des paires crâniennes, des apnées centrales, des troubles de la déglutition. Oui, la question est est-ce que c'est réductible ou irréductible. Si c'est irréductible, qu'il y a des signes de compression antérieure, on va devoir faire une décompression antérieure et donc une fixation
une décompression postérieure associée. Si on voit que c'est réductible, à ce moment-là, on peut commencer par la fixation postérieure, et dans certains cas, on n'aura pas besoin de faire de décompression antérieure. S'il n'y a pas de signe de compression antérieure, la deuxième question qui se pose, c'est celle de l'évaluation de la stabilité C1, C2, à la fois par des signes directs, l'hypermobilité en flexion-extension avec l'augmentation de l'espace attentodental antérieur, et des signes indirects, en particulier l'hypertrophie ligamentaire, et les difficultés, les anomalies de segmentation. S'il y a une instabilité C1, C2 évidente, à ce moment-là, on fait une décompression et une fixation postérieure. S'il n'y a pas d'instabilité C1, C2 évidente, et ben, il ne reste finalement plus que les signes cliniques, entre guillemets, postérieurs, c'est-à-dire les signes liés au Chiari, notamment les céphalées impulsives. Et on peut se contenter de faire une décompression postérieure sans fixation. Et puis évidemment, si le patient il est asymptomatique, ce n'est pas parce qu'il a une invagination basilaire qu'il faut l'opérer. Donc la conclusion, c'est que le diagnostic positif d'invagination basilaire, il est radiologique, il est assez simple, c'est juste un cut-off sur une ligne qu'on trace, mais que finalement la stratégie chirurgicale ne dépend pas de ce diagnostic, elle dépend d'une part du retentissement neurologique, antérieur versus postérieur, d'autre part de l'instabilité C1, C2 en particulier, et de la réductibilité ou non de la compression. Et finalement, on peut aller de quelque chose d'aussi simple qu'une décompression postérieure sans fixation à quelque chose, on va dire, d'un peu plus compliqué, qui peut associer un temps antérieur, un temps postérieur, et une fixation, l'idée étant surtout d'avoir une proposition qui soit individualisée et proportionnée. Voilà, je vous remercie. Merci. Des questions ou des remarques, commentaires? Oui. Est-ce que tu as évalué à chaque fois que tu faisais maintenant tu commences par c'est ce que tu as dit, tu as fait une fois en période plus postérieure, maintenant tu fais avoir postérieure. Est-ce que tu donnes du temps pour voir si l'effet postérieur uniquement fonctionne ou pas? Je sais pas. Non, mais c'est une vraie question. Je sais pas quel est le bon délai. Est-ce qu'on fait juste un scan post-op immédiat et puis il faut faire le temps antérieur dans la semaine qui suit? Moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir faire ça en se disant que finalement, on épargne aux patients d'avoir à revenir, faire le temps antérieur, 3 mois plus tard, réhospitalisation, etc. Tu peux les épargner d'être opérés aussi. Oui, non, mais... Et on peut aussi se dire que, oui, mais finalement, ton résultat anatomique, il ne changera pas beaucoup entre ton post-op immédiat et 3 mois plus tard. Non, mais après, si symptomatologiquement, ils sont plus symptomatiques antérieurement. Voilà, l'autre, c'est en effet que si tu as plus de recul clinique, et l'autre petit, on va dire, notamment lorsqu'il y a en gros une hypertrophie ligamentaire qui participe à la compression antérieure, le fait de les fixer derrière, potentiellement peut réduire entre guillemets, c'est pas vraiment un panus, mais en gros la composante hypertrophique antérieure. Donc ça peut être plutôt pour se laisser un peu de temps. Après, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois? J'en sais rien. Enfin, Michel, il était contre l'avant en fait. Et donc on ne faisait pas jamais l'avant-terre. Moi j'ai fait un avant, des avant-terres que pour des exostoses, mais en dehors de ça, j'ai jamais fait l'avant antérieur. Et franchement, tu as vu les patients que moi, c'est quelques impressions désir un peu costauds, surtout dans les oïdes, etc. Franchement, peut-être que je ne disais pas que je suis parfaitement bien, mais j'ai jamais eu besoin d'aller faire un truc antérieur. Je sais que Grégoire, il aime bien faire ça, puisqu'il avait proposé une patiente pour un. Alors, nous, beaucoup, avec quelques expériences, effectivement, le patient pour lequel on a fait les gestes combinés avec cette prothèse dans les mêmes, sur la même AG, en fait. Parce que moi, je suis assez. J'adorerais le faire, mais je suis assez. Je ne sais pas s'il y a un réel intérêt à. Je pense que l'idée le message, j'espère, du topo, c'est d'adapter sa stratégie selon les patients. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de. Il ne faut pas dire toujours, il ne faut pas dire jamais. Si, là, j'ai montré par exemple 2 dossiers là, assez récents de des compressions antérieures qui sont majeures, où on sait très bien que même en essayant de les réduire un peu par vos postérieurs, ça ne va pas suffire. Ça me paraît assez logique, si on veut, quitte à les opérer, à essayer d'aller au bout du résultat recherché, quoi. Ouais, radiologique, ouais. Après, on peut se faire laisser du temps, peut-être, et réévaluer
la fibroscopie, la polysomnographie, et voir peut-être que les patients, même s'ils n'ont pas une décompression antérieure radiologique complète, finalement ça s'améliore suffisamment pour dire qu'on en reste là. C'est une vraie question. Moi non, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous, à Marseille, vous avez d'autres expériences. Est-ce que de ne pas passer par voie antérieure, c'est pas plus l'avantage d'une fixation aussi phytocervicale, justement, là où on aurait pu faire un C1-C2 en faisant des compressions artérielles? Je sais pas. Parce que quand vous faites un abord antérieur, vous faites une petite cervicale. Non, en fait, tu peux passer sous l'arc de C1 et les aiguilles d'onotoïde différentes. Ouais. Tu fais fais le C1-C2. Mais que si tu as une instabilité, c'est un C2. Non. Si tu as l'onotoïde qui monte et que tu as encore gardé ton arc antérieur de C1, Ouais. tu passes par-dessous au transoral, tu gardes l'arc antérieur et tu résèques tout ton massif onotoïdien qui protrude contre le tronc, et tu fixes derrière en anse. Donc ça évite de fixer l'occiput, quoi, c'est pas mal. C'est 0, c'est 1. Ouais, tu fais du C1, C2, c'est quand même pour le West, c'est pas mal. Ok. Et ça, c'est dans quelle maladie? Je comprends rien. Moi, je suis technicien, il faut faire ça, je sais ça. Après, quand dans ces formes un peu mixtes, antérieure-postérieure, invagination basilaire, si on commence par une décompression postérieure, je crois qu'il faut la faire mini-invasive, entre guillemets, et puis jusqu'au bout, avec tonsillectomie et plastie, pour pas avoir à regretter après et pas avoir à y revenir. Et rappeler juste l'importance aussi du bilan ORL et de l'atteinte des nerfs mixtes dans ces formes-là. Il y a d'autres questions ?